Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le raisonnement par disjonction de cas. Le but, dans cette émission, ça va être de comprendre comment identifier les situations dans lesquelles il est judicieux de raisonner par disjonction de cas. Dans certains oraux de concours auxquels j'assiste, j'entends parfois des raisonnements qui ressemblent à celui-ci. Je ne sais pas si A est diagonalisable ou pas. Faisons comme si elle l'était. Ou alors, dans ce cas-là, je vais démontrer qu'elle l'est, ou qu'elle ne l'est pas. Ce sont des raisonnements qui sont assez curieux, parce que en réalité, le raisonnement naturel, que le candidat ferait s'il n'était pas dans un contexte mathématique, ce ne serait pas celui-là. Les idées principales que je vais te présenter ici, ce sont deux situations typiques. La première, c'est « on n'est pas en mesure de savoir si un objet possède une propriété donnée ». C'est exactement l'exemple que je donnais il y a quelques instants. Considérons un exemple où l'on essaye d'établir une inégalité. Donc on part de x carré plus 1 est plus grand que x. Et disons que j'aimerais beaucoup multiplier par x. Ici va se poser inévitablement la question du signe de x, qui va me faire changer l'inégalité de sens ou pas. Sauf que disons que je ne suis pas en mesure de savoir si x est positif ou négatif. Le raisonnement qui vient naturellement, c'est une disjonction de cas. Je vais interrompre ma rédaction et dire si x positif, alors je multiplierai par x pour faire des choses merveilleuses, et si x est négatif, de même. Donc le raisonnement qui paraît assez sain, si l'on ne sait pas si un objet possède une propriété donnée, c'est de procéder par disjonction de cas. Une deuxième idée, qui vaut la peine d'être remarquée, c'est le cas où on manipule un objet qui est lui-même construit à partir d'une disjonction de cas. Par exemple, la valeur absolue d'un nombre réel, c'est un objet qui est construit à partir d'une disjonction de cas. Ça vaut ce nombre si ce nombre est positif, et son opposé si le nombre est négatif. On peut aussi remarquer que la valeur absolue d'un nombre, c'est le maximum entre x et son opposé. Le maximum. Voilà un autre exemple d'objet qui est construit lui-même à partir d'une disjonction de cas. Pour illustrer le raisonnement, je te propose un petit exercice. Donc on va considérer une famille finie d'ensembles qui sont distincts 2 à 2, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux qui sont égaux. Et on va démontrer que l'un au moins de ces ensembles ne contient aucun des autres. Donc on peut commencer à réfléchir sur le fait qu'ils soient distincts 2 à 2 en faisant un petit dessin. Avant ça, je vais juste introduire quelques notations. Je vais prendre un entier naturel plus grand que 2, et je vais dire que c'est le nombre d'éléments de cette famille, parce qu'en fait les cas où n égale 0 et n égale 1 se traitent très rapidement, ce qu'il faudrait inclure dans une rédaction parfaitement rigoureuse, et cette famille, je vais la noter grand F. Donc on va faire un petit dessin pour essayer de comprendre comment on pourrait commencer à raisonner. Donc je dessine un ensemble A1. Maintenant, je vais me dire, est-ce qu'il contient un ensemble ou pas? J'en sais rien. Donc on est vraiment dans le premier cas. On n'est pas du tout en mesure de savoir si A1 il contient un autre ensemble de la famille F, ou s'il contient rien du tout. Moi, s'il contient aucun des autres ensembles, je peux conclure, donc ça m'arrange beaucoup. Par contre, s'il contient un autre ensemble, eh bien soit. Je vais dire qu'il contient un ensemble que j'appelle A2. Mais A2, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que s'il contient aucun des autres ensembles, eh bien dans ce cas-là, je peux conclure. Ou sinon, il va contenir un autre ensemble, que je vais appeler A3. Donc on va commencer à rédiger ce raisonnement-là, qui ne sont que des disjonctions de cas. Donc je vais choisir un ensemble A1, dans ma famille d'ensembles, et je vais dire si A1 ne contient aucun des autres ensembles, on conclut, sinon A1 contient un autre élément de F, qu'on va noter A2. Donc on est vraiment dans ce cas-là de la disjonction de cas. Maintenant, dans le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, on a procédé à une autre disjonction de cas sur A2, donc j'écris exactement la même chose. Si A2 ne contient aucun des éléments de F privé de A1 et A2, eh bien dans ce cas c'est terminé, voici mon ensemble qui ne contient aucun des autres, et sinon je continue ma disjonction de cas. Donc remarquons ici que A2 ne peut pas contenir A1, puisque A1 contient A2, comme sur le dessin, mais si A2 contenait A1, alors les deux ensembles seraient égaux. Et en fait on a supposé que la famille d'ensemble, c'est une famille d'ensemble distincts. Donc ce cas-là est impossible, ce qui devrait apparaître un peu plus loin dans la rédaction. Alors ici, on s'apprête à faire un certain nombre de disjonctions de cas, ce qui devrait arriver relativement rarement dans les premiers exercices que tu devrais avoir à réaliser. Mais essayons quand même de comprendre la structure de ce raisonnement-là. Finalement, en notant P1, l'assertion A1 ne contient aucun des autres ensembles, et P2, P3, P4, etc., le schéma est le suivant, c'est-à-dire que si j'ai P1, je conclus, si je n'ai pas P1, eh bien, soit j'ai P2, auquel cas je conclus, soit je n'ai pas P2, et etc. C'est un arbre qui continue de cette manière-là.
Et en fait, ce dont on peut s'apercevoir à la fin, notamment si on prend un petit exemple, par exemple petit n égale 3, ce avec quoi je conseille toujours de raisonner si on n'arrive vraiment pas à partir, c'est que à partir du moment où on n'a pas Pn-1, on a forcément Pn. Autrement dit, sur mon dessin, tu peux imaginer des cercles concentriques, mais ce que je dis c'est que le dernier ensemble, An, le plus petit de tous, lui, forcément, il ne contient aucun des autres ensembles. Pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a construit des ensembles qui étaient inclus les uns dans les autres, mais jamais les inclusions ne sont des égalités, puisque les ensembles sont supposés tous distincts. Donc forcément, An ne peut contenir aucun des autres ensembles. Et comme cette disjonction de cas est exhaustive, et que je suis parvenu à démontrer l'assertion qu'on souhaitait dans tous les cas, eh bien ça me permet de démontrer que finalement, dans cette famille, au moins un de ces ensembles ne contient aucun des autres. Alors maintenant, je vais effacer un peu ça, et juste me dire que finalement, si on est extrêmement rigoureux, la rédaction que j'ai proposée n'est pas très satisfaisante. Et souvent, c'est le signe qu'on pouvait procéder autrement. Ici, je te propose d'utiliser les outils de réflexion développés dans l'émission précédente, sur le raisonnement par l'absurde. On doit démontrer qu'une assertion A, être une famille finie d'ensembles distincts 2 à 2, implique une assertion B. Et pour cela, on s'était donné 4 possibilités. Et la question était de se demander, est-ce qu'on préfère travailler avec A ou non A ? Est-ce qu'on préfère travailler avec B ou non B ? Personnellement, quand je regarde l'assertion B, je m'aperçois que la négation paraît assez attrayante. Alors ça c'est quelque chose qui viendra avec l'expérience, mais rédigeons le raisonnement et voyons pourquoi cette négation pourrait être attrayante. Je vais expliquer que comme je travaille avec A et non B, je raisonne par l'absurde, c'est le raisonnement qui est en bas à gauche, dans ma grille. Donc j'écris « on raisonne par l'absurde ». On va supposer que dans cette famille, qu'on note F, donc là je vais faire la négation de l'assertion B, chaque ensemble contient au moins un autre ensemble de la famille F. Propriété que je vais noter étoile. Maintenant, je vais choisir un élément A1 dans F, donc un ensemble, comme tout à l'heure. Je vais dire que par étoile, je peux trouver un autre ensemble, A2, qui est contenu dans A1. Et cette inclusion, elle est stricte, par hypothèse, puisque les ensembles sont distincts. De même, en utilisant encore étoile, il va exister un ensemble, A3, qui est inclus dans A2. Et cet ensemble ne peut être A1 ni A2, puisque les inclusions sont strictes. Et donc par récurrence, ce qu'il faudrait rédiger proprement, on peut démontrer que pour tout entier naturel n non nul que je pourrais avoir envie de choisir, il existe n ensembles distincts de f, qu'on peut noter A1 à n, tel que j'ai une suite d'inclusions de cette sorte-là. Je peux construire ça pour n'importe quel n, aussi grand que je veux. Mais donc en particulier, si n est aussi grand que je veux, ça me permet de conclure que f est un ensemble infini. Et ça contredit complètement l'hypothèse qu'on avait faite sur f. Autrement dit, je tiens ici ma contradiction. Et ça me permet de conclure. Ainsi, au moins un des éléments de f ne contient aucun des autres. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.